Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La tokenisation des fonds, un enjeu dans l'infrastructure de marché. Paul-Adrien Hippolyte, CEO et cofondateur de Spyco. On a une technologie qui permet à l'asset manager, au gestionnaire d'actifs, de respecter toutes ses obligations relatives à la tenue de passifs en utilisant les blockchains sur lesquels on inscrit les parts des fonds. C'est ce dernier morceau qui est le plus technique, je pense, parce que la partie tokenisation, qui est la deuxième que je mentionnais, elle est relativement commoditisée. On utilise des standards aujourd'hui qui sont open source. En revanche, la troisième partie, qui est réaliser toutes les fonctions métiers de la gestion sur une blockchain, ça nécessite des développements spécifiques et un système qui est extrêmement robuste. Donc nous, ça a été ça la partie la plus difficile et c'est la partie aujourd'hui la plus complexe, je dirais, de ce qu'on fait. La tokenisation de fonds monétaires, c'est le cas d'usage dont je rêvais pour vous parler de l'avenir des fonds et des marchés de capitaux. Pour comprendre ce qu'il y a de révolutionnaire dans tout cela, j'ai demandé à Paul-Adrien de venir nous parler de Spyco. Nous détaillons le fonctionnement des dépositaires centraux et celui de la gestion du passif des fonds. Ça permet déjà de poser le cadre. Nous décortiquons ensuite le cas d'usage des deux fonds tokenisés par Spyco avec 21st Capital comme gérant et Cassis comme dépositaire, en considérant toutes les parties prenantes, du promoteur à l'agent de transfert. J'espère convaincre les plus sceptiques que c'est vers cela que s'oriente le marché de l'asset management, à l'instar de l'initiative de BlackRock dans la blockchain. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Paul-Adrien. Bonjour Solène. Merci de me retrouver pour enregistrer un super épisode qui va passionner nos auditeurs au sujet de Spyco. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours avant l'entrepreneuriat ? Je m'appelle Paul-Adrien Hippolyte, 3 prénoms du coup effectivement. J'ai commencé mon parcours dans l'académie surtout, j'étais économiste de formation. J'ai rejoint ensuite le corps des mines qui forme des hauts fonctionnaires à travailler dans différents domaines de politique publique, mais moi c'était plutôt les finances. Donc j'ai travaillé, avant de rejoindre le secteur public, 1 an en private equity, et ensuite dans le secteur public à la Commission européenne et la Direction générale du Trésor, où je m'occupais de réglementation des marchés d'instruments financiers, avant de créer Spyco début 2023. Bien technique. Et ça j'adore, parce qu'on va pouvoir rentrer dans la technique avant de parler de Spyco. Alors, j'aurais aimé qu'on parle de l'infrastructure existante. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais trouvé ça absolument passionnant. Donc, on va un petit peu reparler de ces sujets-là. J'aurais aimé qu'on reparle de l'infrastructure qui existe en ce moment et des principales fonctionnalités offertes par des systèmes comme Euroclear. Est-ce que tu pourrais juste zoom in sur ces différents acteurs qui sont un petit peu cachés, dont on n'entend pas trop parler, mais qui sont néanmoins absolument nécessaires dans l'infrastructure de marché qu'on connaît aujourd'hui? Donc, on est dans le monde très vaste, des instruments financiers. Ouais. Ça concerne le capital des entreprises, ça concerne les titres de créances qui peuvent être émis par des entreprises ou par des États. Ça concerne aussi dans le monde de la gestion les parts de fonds. Quand on est un émetteur dans l'instrument financier, donc une société de gestion, un État, une entreprise, on doit se tourner vers des équivalents des notaires en fait du monde financier qu'on appelle les dépositaires centraux de titres. Euroclear est le principal en France. C'est une industrie qui est très fragmentée dans l'Union européenne parce qu'elle s'est développée essentiellement au niveau national avant qu'il y ait des tentatives d'harmonisation. Et donc on se tourne vers ces acteurs qui sont des super notaires de la finance, donc qui gèrent à la fois en statique et en dynamique les registres de propriétaires d'instruments financiers. Donc qui détient quoi à l'instant donné, quand il y a des transferts d'instruments financiers, la gestion de ces transferts. Et sous ces dépositaires centraux, il y a ce qu'on appelle les teneurs de comptes conservateurs, qui sont typiquement des grandes banques, qui, elles, ont des comptes auprès de ces dépositaires. Donc, c'est des sortes de super comptes, on va dire. Et sous ces teneurs de comptes conservateurs, on a les propriétaires d'instruments financiers. C'est parfois encore plus intermédiaire que ça, avec des distributeurs en dessous des teneurs de comptes conservateurs. Mais bon, bref, il faut retenir qu'il y a tout un silo, souvent national, de ces dépositaires, des teneurs de comptes conservateurs, jusqu'aux détenteurs finaux d'instruments financiers. Et hormis Euroclear que j'ai mentionné, qui d'autre tu pourrais mentionner? Clearstream en Allemagne est très connu. Il y en a dans tous les pays de l'Union européenne. Il y a eu des dynamiques d'intégration de ce secteur horizontal avec des acquisitions par Euroclear, par Clearstream de dépositaires dans d'autres pays. Euronext récemment a développé une business line là-dedans qui s'appelle. Je savais pas ça. Tout à fait. Euronext Securities, je pense, elle s'appelle. Pour vérifier, intéressant. Pour nos auditeurs. Mais ils ont racheté, en fait, à London Stock Exchange, toute la bourse italienne qui était très verticalement intégrée, de la bourse jusqu'au dépositaire. Et donc, ils ont développé une business line autour de ça et qui rationalise avec des acquisitions dans d'autres pays de l'Union européenne. Top. Alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a bien entendu des points forts et des points faibles, notamment en termes de performance, fiabilité, coût, etc. Donc j'aurais aimé
que tu prennes aussi un petit peu de temps pour nous expliquer justement où est-ce qu'on en est. Le principal, c'est une infrastructure qui fonctionne aujourd'hui, et donc c'est le premier. Il n'y a que celle-là. Il n'y a que celle-là. Ouais. C'est la première chose à dire. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne pas parfaitement, mais ça fonctionne bien. Il y a pas mal de perspectives d'amélioration, et le principal défaut, en tout cas dans l'Union européenne, où cette infrastructure est très silotée, très verticalisée et assez mal intégrée, c'est que elle fonctionne en silo précisément. Et donc pour tout ce qui est cross-border, par exemple, c'est assez compliqué. On va prendre un exemple concret. Je suis l'État allemand, j'émets un titre de dette, je l'inscris du coup chez Clearstream, mon dépositaire. Si je suis un investisseur français, disons un fonds français ou même un investisseur, et que je veux acquérir un titre de dette de l'État allemand, il faut que mon teneur de compte conservateur soit intégré avec un teneur de compte conservateur qui lui-même a un compte chez Clearstream. Ouais. Et donc tout ça est assez complexe en réalité et fragmente complètement le système, les infrastructures de marché, avec plein de bases de données qui communiquent plutôt mal entre elles. Donc c'est un souci d'interopérabilité, Exactement. donc qui va gréver la performance, les coûts, le temps de réactivité, etc. Enfin la réactivité. C'est des couches de surcoût qu'on ajoute parce que y a un sous-custodian pour avoir le titre qui va bien dans telle juridiction, etc. Ouais. Alors si on parle là, on a parlé de l'Europe, qu'en est-il des États-Unis, de l'Asie? Comment ça se passe? Alors, les titres vivent en général toujours dans leur silo local, donc sont enregistrés auprès de leur dépositaire local. Et c'est plutôt au niveau des teneurs de compte conservateurs, donc les banques en dessous qui ont les comptes titres chez les dépositaires, que se font les intégrations. Oui. Aux États-Unis, ce système donc on appelle ça le post-marché en fait, toute cette infrastructure de gestion des propriétés, de tenue de registre et de gestion des transferts de propriétés. Aux États-Unis, elle est un peu plus rationnelle parce que on a un gros acteur qui s'appelle DTCC essentiellement, qui concentre tout. Et c'est vrai que quand on regarde les coûts, semble-t-il, ça amène en tout cas des savings et puis de l'efficience assez importante par rapport à ce qu'on connaît en Europe aujourd'hui. Alors, dans les infrastructures qui existent, que tu as mentionnées, c'est plutôt des infrastructures qui datent d'il y a presque 50 ans. Est-ce qu'elles ont été capables d'intégrer de nouvelles technologies et des innovations? J'imagine que oui. Et de quel ordre? Oui. Alors, il y a eu un gros mouvement. Les titres financiers, les instruments financiers, au tout début, il y a quelques décennies, étaient encore sous forme de papier. Il y a eu un gros mouvement de ce qu'on a appelé la dématérialisation des titres, donc l'inscription en compte des titres financiers dans les années 80-90. Donc, je pense que c'est là la dernière grande vague d'innovation, le vrai gros changement de paradigme dans l'industrie financière à ce niveau-là. Depuis, évidemment, il y a eu de l'innovation incrémentale, mais selon nous, assez peu, assez insuffisamment. Et on reste aujourd'hui avec un secteur qui est excessivement fragmenté, trop de bases de données qui ne communiquent pas assez efficacement entre elles. Ok. Tout ça pour en venir au pain point sur lequel vous vous attaquez et la façon dont vous allez pénétrer ce marché qui est très, très fermé, forcément, parce que tout le monde se reposant depuis des décennies sur ces systèmes-là, on envisage mal comment ça peut fonctionner autrement. Or, il y a aujourd'hui des technologies qui nous permettent de le faire. Donc j'aurais aimé que tu nous expliques à quel moment tu t'es dit qu'il y avait quelque chose à faire et à quel point ça te titillait pour que tu décides de quitter cette position confortable que tu avais. Oui, donc comme tu le rappelles, j'étais dans la fonction publique précédemment à la Direction générale du Trésor. Ce que j'ai observé moi, pas que à l'échelle de temps où j'étais, aussi avec les initiatives précédentes, c'est qu'il y a eu beaucoup d'impulsions de la part des régulateurs, du législateur, pour essayer de créer des possibilités d'innovation, on va dire, dans cette industrie. Un exemple, en France, on a pris l'ordonnance blockchain en 2017, qui a clarifié le fait qu'une inscription d'un titre financier sur blockchain directement pouvait être faite. Donc on a spécifié ça dans le code monétaire et financier. Et il s'est pas passé grand-chose concrètement entre deux. Et moi, j'ai pratiqué les infrastructures de marché, du coup, en tant que régulateur à l'époque. Et je les ai vus, bien sûr, intéressés par l'innovation, communiquant pas mal, testant des choses, mais quand même assez lentes à bouger. Et c'est la raison principale pour laquelle, compte tenu de la vision qui m'intéresse beaucoup, dont on parlera plus tard, d'une infrastructure de marché qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a décidé avec mon associé de créer Spyco pour justement saisir les opportunités qui existent en droit et qui, globalement, sont assez peu utilisées par l'industrie aujourd'hui. Alors, c'est gigantesque. Il fallait quand même s'attaquer à un use case spécifique parce que tu ne pouvais pas résoudre tous les pain points du premier coup. Quel a été votre choix? Sur quoi ça s'est porté? Moi, j'ai la réponse, mais j'aimerais que tu clarifies ce point-là et que tu nous expliques pourquoi vous êtes attaqué à ce use case en particulier. Oui, donc nous, on a choisi dans le vaste monde dont on esquissait un petit peu la taille au début des instruments financiers, de commencer par ce qu'on appelle les fonds, et donc spécifiquement les parts de fonds. Et dans le monde des fonds, les fonds monétaires, dont on parlera un peu après. Pourquoi on a commencé par là? Parce que globalement, ce qu'on a senti, c'est que c'était principalement les gestionnaires d'actifs, les asset managers qui étaient prêts à bouger dans ce secteur.
les entreprises et surtout les États, qui sont de très gros émetteurs de titres, sont plus lents à bouger, attendent essentiellement les monnaies numériques de banque centrale pour faire des choses. Dans le monde de la gestion, et on l'a vu encore récemment avec BlackRock qui a fait des annonces importantes dans le domaine, ce sont des acteurs un peu plus agiles, un peu moins conservateurs, on va dire. Et donc, on les a sentis plus prêts à bouger. Et par ailleurs, le monétaire était la classe d'actifs la plus intéressante. Et je pense qu'il le reste toujours aujourd'hui, quand on a décidé de se lancer début 2023. Et quand tu parles de classe d'actifs, donc c'est le type d'instruments financiers qui vont être pris dans ces fonds. À la rigueur, tu t'en fiches. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la typologie du fonds. C'est ça. Et quand tu dis fonds monétaires, on parle de quoi? Parce que dans le monétaire, tu peux aussi bien avoir des hedge funds qui vont faire du monétaire que des SICAV qui vont investir dans des certificats de dépôt, etc. Comment ça, c'est quel type de fonds? Alors, les instruments du marché monétaire, ça couvre des titres de créances publiques, qu'on appelle les bons du trésor, et des titres de créances privées, qu'on appelle les commercial papers, quand c'est émis par des entreprises, ou les certificats de dépôt des banques. En termes de fonds, qui peuvent du coup acheter à leur actif ces instruments financiers, on a deux grandes typologies dans l'Union européenne. Les OPCVM, qui sont ouverts au grand public, et les FIA, qui peuvent être dans des limites beaucoup plus strictes, ouverts au grand public, mais qui sont surtout des fonds privés. Ouais. Nous, on a choisi du coup de nous concentrer dans le monde des fonds monétaires sur les bons du trésor, qui sont les actifs les plus simples à comprendre, les plus essentiels, où le risque de contrepartie est le plus faible. Ouais. Et dans les types de fonds, de choisir les OPCVM parce qu'on voulait faire un produit grand public. D'accord. Et l'innovation que nous, on apporte, du coup, elle se situe au passif, désolé du jargon un petit peu technique, mais de ces fonds, c'est-à-dire dans la façon dont ces parts sont créées et dans les bases de données dans lesquelles elles sont inscrites. Alors ça, j'aimerais que tu rentres dans le détail. Je suis promoteur d'un fonds, j'ai envie de créer une SICAV. Je vais travailler avec différents distributeurs, je vais choisir une banque dépositaire, un transfer agent. Est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément dans cette industrie-là, décrire les différentes parties prenantes qui sont nécessaires pour que ce fonds puisse être distribué et pour tout ce qui concerne souscription, rachat des parts, enfin des actions de cette SICAV, pour que tout se fasse de manière smooth. Qui sont les parties prenantes et où est-ce que vous intervenez dans la chaîne de valeur? Très bien. Alors, désolé, hein, mais non, c'est hyper important c'est et c'est un monde assez complexe. Le plus important à retenir, c'est que dans le monde de la gestion, on a une séparation pour des raisons très importantes de conflit d'intérêts entre le gestionnaire, donc l'entité qui est régulée, qui choisit d'acheter ou de vendre tel ou tel instrument financier, et ce qu'on appelle le dépositaire, qui est l'entité, c'est généralement une grande banque, qui est responsable de conserver ses actifs et de contrôler que la société de gestion respecte bien le mandat de gestion qui, si on prend l'exemple d'un OPCVM grand public, est défini dans un prospectus, le document légal qui encadre le fonds. Le dépositaire, du coup, il contrôle la société de gestion, il conserve les actifs et il valorise également ce fonds. C'est une activité extrêmement importante dans le monde des fonds qui ne sont pas cotés, où il n'y a pas une valorisation permanente sur le cours de bourse. Il y a une valorisation généralement quotidienne qui est faite par la banque dépositaire. En France, le schéma typique, je prends l'exemple de la France parce qu'il y a des petites variantes en fonction des pays de l'Union européenne, mais c'est pour illustrer. Les gestionnaires d'actifs généralement ne sont pas intéressés à s'occuper des activités de ce qu'on appelle la tenue de passifs, donc de comment leurs parts sont créées, qui les conserve, comment elles peuvent être transférées, etc. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils délèguent généralement ce métier de la tenue de passifs à la banque dépositaire. Et la banque dépositaire inscrit les comptes du fonds chez le dépositaire central de titres dont on parlait avant, qui est en France Euroclear. Nous, on s'attaque précisément à ce métier-là, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, en proposant une alternative qui est pour un gestionnaire d'actifs de conserver son fonds au nominatif, donc de ne pas déléguer la gestion à la banque dépositaire, et de l'inscrire sur une technologie alternative au compte titre en Euroclear, qui est une blockchain. En l'occurrence, aujourd'hui, on travaille sur des blockchains publiques, Ethereum, Polygon, pour citer quelques noms. Et ça permet une chose, c'est au gestionnaire d'actifs d'avoir une alternative à son inscription classique en compte titre Euroclear via sa banque dépositaire et de connaître directement du coup son registre grâce à la blockchain et d'ouvrir de nouvelles modalités, on y reviendra, de transfert de ses parts, parce que les blockchains, en tout cas certaines comme celles qu'on utilise, fonctionnent en continu. Ça, c'est top. D'un point de vue technologique, je ne me rends pas compte à quel point c'est complexe de développer ce que vous avez développé à ce jour pour ces deux fonds. Oui, alors donc les produits, les fonds existent aujourd'hui, ils sont en production. Nous, notre stack technologique, c'est 3 parties. On a une plateforme de distribution, donc il y a une plateforme, une application web de fintech classique. On a une technologie qui est propre à la gestion du fonds sur blockchain, donc c'est les bases de données de registre qui fonctionnent sur des smart contracts. Et on a une technologie qui permet à l'asset manager, au gestionnaire d'actifs, de respecter toutes ses obligations relatives à la tenue de passifs en utilisant les blockchains sur lesquelles on inscrit les parts des fonds. C'est ce dernier morceau qui est le plus
technique, je pense, parce que la partie tokenisation, qui est la deuxième que je mentionnais, elle est relativement commoditisée. On utilise des standards aujourd'hui qui sont open source. Ouais. En revanche, la troisième partie, qui est réaliser toutes les fonctions métiers de la gestion sur une blockchain, ça nécessite des développements spécifiques et un système qui est extrêmement robuste. Donc nous, ça a été ça la partie la plus difficile et c'est la partie aujourd'hui la plus complexe, je dirais, de ce qu'on fait. D'accord. Alors, vous avez lancé c'est plus qu'un POC, parce que c'est en ligne et tout fonctionne, avec ces 2 fonds monétaires, un en euros, un en dollars. Qui est le gérant derrière qui a accepté de travailler avec vous ? 21st Capital. D'accord. Et comment vous êtes allé les voir ? Comment est-ce que vous avez su les convaincre ? Qui, chez eux, vous avez dû convaincre le plus ? On a un peu tâtonné en parlant justement aux 2 types d'acteurs qu'on évoquait avant, donc les gestionnaires d'actifs que tu mentionnes et aussi la banque dépositaire. On savait qu'on voulait créer ce produit, donc pour que ce soit bien clair pour tout le monde, les premiers OPCVM, donc fonds grand public monétaires investis en bons du trésor sur blockchain de l'Union européenne, ça n'a jamais été agréé par un régulateur jusqu'à présent, ce type de produit. Et on a parlé à des banques dépositaires et à des gestionnaires d'actifs un petit peu en même temps à l'époque. Parler à des banques dépositaires quand on était tout petit, une start-up qui avait à peine levé, c'était très compliqué parce qu'ils prennent relativement peu de nouveaux clients, c'est des très grosses structures, on n'était pas très crédible. En revanche, les gestionnaires d'actifs, ça a été plus facile. Pourquoi ? Parce que ce qu'on leur proposait, c'était à la fois quelque chose qui était innovant technologiquement, donc qui pouvait les intéresser du point de vue innovation, et puis aussi un nouveau canal de distribution. D'accord. Parce que quand on tokenise un fonds, qu'on crée des parts sous forme de token, on ouvre potentiellement un nouveau canal de distrib, de nouveaux types de clients, etc. Ouais. Et ça, du coup, ça leur parlait, enfin, c'est beaucoup plus dans leur ADN, quoi, donc ça leur parlait facilement. On a essayé de parler à peu près tous les gestionnaires d'actifs de la place, à différents niveaux. Peut-être que certains qui nous écoutent se reconnaîtront. On a avancé avec plusieurs sociétés de gestion qui voulaient travailler avec nous jusqu'à choisir 21st Capital parce que, pour un ensemble de raisons, mais globalement, ils avaient déjà l'expérience de gérer des fonds nominatifs, ce qui est la pratique quand on travaille sur des blockchains, et c'était une équipe avec laquelle on s'entendait très bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors, parce que c'est officiel sur votre site, vous avez KCIS comme dépositaire, alors comment est-ce que vous êtes parvenu à convaincre KCIS que ça valait le coup au moins tenter les choses ? Oui, donc on a parlé à des dépositaires au début, même avant de signer le premier asset manager. En revanche, ça a été beaucoup plus facile une fois qu'on avait signé cet asset manager, qui avait déjà un contrat avec KCIS, qui avait déjà des projets un petit peu analogues avec KCIS. Et donc c'était l'existant déjà, en fait. C'est ça. En fait, ils avaient déjà c'était déjà le dépositaire d'autres fonds qu'ils avaient, qui n'étaient pas des fonds tokenisés, mais qui étaient des fonds qu'ils géraient. Et donc, la discussion a été beaucoup plus facile dès lors qu'elle est devenue une discussion à 3 et plus une discussion uniquement à 2 où nous, on approchait, nous, Spyco, petite entreprise ayant à peine levé les banques dépositaires. Alors, les fonds que tu as décrits, ça, c'est clair que ça fonctionne, etc. La problématique de la liquidité est encore plus forte dans les fonds d'investissement alternatifs, où il y a vraiment de plus en plus, avec en plus la démocratisation de l'accès à ces classes d'actifs, de plus en plus de pression pour ramener de la liquidité dans ce marché au travers de certains véhicules comme les fonds Evergreen, qui est une des solutions. On entend un petit peu de bruit, j'en ai parlé avec Stéphane Paul, le fondateur de Moonfair, justement, qui n'était pas si motivé que ça. À l'inverse, j'en discute avec, par exemple, Bill Kelly, qui est le patron de Kaya, l'équivalent du CFA pour les actifs alternatifs. Il est très, très bullish. Donc, j'aurais aimé un petit peu savoir quelle est votre perspective sur les fonds fermés qui investissent dans des actifs très illiquides. Nous, comme vous l'avez compris, avec les fonds monétaires, on a choisi de démarrer avec les fonds les plus simples qui sont déjà des fonds en fait très liquides, une classe d'actifs très liquide. Ouais. Et donc c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire avec ce qu'on entend souvent autour de la tokenisation, qui est la tokenisation va permettre d'accroître la liquidité d'instruments financiers qui ne le sont pas vraiment aujourd'hui, etc. Je pense que ce narratif, il est, je dirais pas qu'il est faux, il a des éléments, il y a des éléments qui sont convaincants derrière, mais nous, notre conviction, c'est que les choses vont quand même globalement se faire plutôt du plus simple, et le plus simple étant souvent le plus liquide, vers le moins liquide. Et c'est pas pour rien que dans l'industrie du Web3, de la crypto, ce qui a démarré en premier, c'est les stablecoins, c'est-à-dire la tokenisation du cash, et que ce qui marche aujourd'hui, c'est la tokenisation des fonds monétaires. D'accord. Et ce qui marchera demain, je pense, c'est des fonds d'autant plus complexes. Notre thèse, en tout cas chez Spyco, c'est qu'on va aller vers les FIA, les assets classes plus illiquides, l'alternatif, mais progressivement, en commençant d'abord par craquer les problèmes au niveau du monétaire et des fonds les plus simples, avant d'aller vers le plus complexe. Super, super intéressant. Alors, tu as parlé rapidement du réglementaire. Comment est-ce que vous assurez que les infrastructures que vous mettez en place respectent la régulation qui est existante, notamment l'ordonnance blockchain que tu mentionnais, et les exigences au PCVM, le UCITS, la directive UCITS, qui est très contraignant. Donc voilà, quels sont les points d'attention particuliers à relever ? Alors, nous, à l'actif de nos fonds, donc au PCVM monétaire, il n'y a rien d'original.
C'est même des fonds plus vanille que le standard de la place en France parce qu'ils ont un mandat de gestion qui est limité au bon du Trésor. On s'interdit même de toucher des titres de créances privées, type commercial paper, certificat de dépôt. Donc l'actif de nos UCITS est hyper vanille et donc respecte les contraintes évidemment de la directive UCITS et du règlement MMF qui sont définis au niveau, qui sont des réglementations européennes. Là où on innove, c'est au niveau du passif, où du coup on tokenise les parts, on crée nativement et on détruit quand il y a des rachats des parts sur des réseaux blockchain. En l'occurrence, Ethereum et Polygon à ce stade. Pour ça, on s'est appuyé sur l'ordonnance blockchain, qui est un cadre national. Et il faut savoir que dans le monde du non-coté, le droit des titres est national. Il y a une harmonisation qui s'est faite au niveau européen sur le coté, mais c'est pas encore ou peu le cas encore du non-coté. Et donc, nous, on a utilisé l'ordonnance blockchain qui dit que inscrire un instrument financier, en l'occurrence, nous, c'est des parts de fonds, mais ça peut être n'importe quoi, sur des réseaux DLT est possible. On doit du coup respecter un certain nombre d'exigences, comme celle d'avoir un plan de continuité d'activité au cas où un problème arrive sur le network, la blockchain qu'on utilise. Bien sûr. Une blockchain, ça fonctionne comme Ethereum, typiquement, ça fonctionne en continu, c'est très décentralisé, il y a une production de blocs et donc d'ajout de nouvelles données, de nouvelles transactions au réseau toutes les quelques secondes. Et nous, évidemment, c'est un réseau qui est hyper robuste, qui a fait ses preuves, etc. C'est pour ça qu'on l'utilise. Simplement, le régulateur, le code monétaire et financier, en l'occurrence, nous oblige à avoir un plan de continuité d'activité et donc de pouvoir revert vers une base de données alternative au cas où la production de blocs s'arrêterait, par exemple, sur Ethereum. D'accord. Donc nous, on a développé évidemment ça en interne pour être compliant vis-à-vis du droit français qui l'impose. On est également au niveau des smart contracts, on a des modalités de compliance puisqu'il faut pouvoir obéir à des décisions de justice typiquement. Il faut pouvoir forcer des transferts s'il y a des héritages, ce genre de choses, si les clés privées sont perdues. Donc toute la partie compliance aussi qui est liée aux obligations qui peuvent nous afférer en tant qu'émetteurs, je parle de nous au sens large avec la société de gestion, sont respectées au niveau des smart contracts. Et donc le régulateur, dans notre processus d'instruction, s'est assuré qu'on avait bien tous ces processus, gel des avoirs, force transfert, etc. en place d'un point de vue technique. Et au niveau de ce premier client, comment est-ce que vous envisagez d'aller chercher d'autres clients ? Est-ce que vous avez des partenaires type KCIS qui vont vous aider à accélérer sur l'acquisition ? Alors KCIS, ils ont annoncé récemment la constitution d'une, je ne sais pas si le mot business unit est correct, mais en tout cas d'une entité spécifique sur les digital assets. De notre expérience, ils sont très compétents sur le sujet, ça fait un certain nombre d'années qu'ils travaillent dessus. Et je pense qu'on va voir dans les prochains mois rentrer, pour le coup maintenant en production, des projets de conservation de security token notamment, qui vont être tout à fait intéressants. Donc l'intérêt de notre fonds, c'est que donc il a effectivement KCIS comme dépositaire. Pour KCIS, c'est possible aussi de le proposer à d'autres clients qui veulent tester des security tokens et une éventuelle solution de conservation. KCIS, et on en avait parlé, je pense, avec Taurus lorsqu'on avait fait un enregistrement il y a 2 ans. Ils ont un use case sur les security tokens qu'ils ont déployé il y a à peu près 2 ans. Comment est-ce que ça s'intègre justement dans cette politique ? Est-ce que toi, tu sais plus ou moins ? Eux, une de leurs activités clés dont on parlait avant, c'est l'activité de conservation, de custody d'actifs. Ouais. Dans un monde où, comme nous on le pense, les instruments financiers vont être de plus en plus tokenisés, et donc non plus nécessairement inscrits en compte titre, mais en fait conservés sur des wallets d'un point de vue technique, ça impose une évolution de cette business line pour être en capacité de continuer à fournir ces activités dans ce nouveau monde, disons. Donc ils ont effectivement, je crois, une intégration technique, un partenariat avec Taurus pour précisément être capable de fournir des wallets et de conserver des clés privées, de sorte à offrir à leurs clients une modalité de conservation d'actifs qui n'est plus uniquement en compte titre, mais en complément aussi en wallet, quoi. Donc comment votre activité s'incorpore-t-elle dans justement cette démarche de modernisation de banques dépositaires comme KCIS ? En quoi est-ce complémentaire ? Elle est complémentaire parce que leur métier de custodian, ils peuvent tout à fait aussi le fournir sur nos parts de fonds à nous. D'accord. Donc même s'ils sont plus délégataires de la tenue de passif dans le schéma qui est le nôtre aujourd'hui, ils sont bien sûr toujours custodians des actifs du fonds, donc des bons du trésor typiquement qu'on achète, et ils pourraient tout à fait être custodians aussi des parts du fonds, du passif du fonds. Très intéressant, oui. Ce qui est pas le cas à l'heure actuelle où on se parle, mais il y a des projets dans le domaine, et typiquement la solution technique qu'ils ont développée avec Taurus peut remplir ce cas d'usage. D'accord. Il y a un des acteurs dans la chaîne de valeur que tu n'as pas mentionné, qui est celui d'agent de transfert. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire si l'objectif, à vous, c'est de devenir un agent de transfert ? Oui, absolument. Très, très franchement, oui. Tu peux peut-être rappeler à nos auditeurs ce que fait l'agent de transfert ? Donc l'agent de transfert, c'est dans les métiers du passif, celui qui gère le registre, en fait, qui tient le registre.
En France, en fait, le mot de transfer agent vient plutôt du monde anglo-saxon. En France, c'est typiquement les banques dépositaires comme KCIS qui font ce métier-là, par délégation de l'émetteur qui est la société de gestion. Dans le monde, il n'y a pas de statut en France, d'ailleurs c'est intéressant en droit français de transfer agent à proprement parler. Ce qui n'est pas le cas au Luxembourg. Exactement, ouais. Il me semble qu'en droit luxembourgeois, ce statut existe, il existe aussi aux États-Unis et dans beaucoup d'autres juridictions. C'est d'ailleurs une perspective d'amélioration, d'harmonisation, je vais dire, du droit européen qui serait intéressante, avoir un statut de transfer agent portable au sein de l'Union européenne, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Nous, on va tout à fait aller dans ce métier-là parce que ce dont on parlait au début, qui est la solution technique qu'on a développée pour gérer le passif du fonds, en fait, c'est une solution de transfer agent d'un point de vue technique. On n'est pas transfer agent d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue responsabilité à l'heure actuelle. On fournit uniquement sous forme de prestat technique, de service technique, cette solution à l'émetteur qui reste de fait le transfer agent dans notre modèle. Mais c'est très ténu, hein. Mais c'est assez ténu, effectivement. et demain, sans dévoiler de secret, mais nous, on a l'ambition de devenir une entreprise d'investissement. Oui. Et donc d'être en capacité, d'un point de vue responsabilité réglementaire, de réaliser cette activité sous notre nom, quoi. Parce que je pense que du point de vue français, c'est très clair. D'un point de vue, si tu te places d'un point de vue typiquement luxembourgeois, je ne suis pas sûre que vous ne soyez pas requalifié, entre guillemets, comme un agent de transfert. Nous, on serait dans le schéma luxembourgeois, on serait fournisseur technique au transfer agent. Donc il y aurait un transfer agent qui serait désigné dans une émission similaire au Luxembourg. Et les transfer agents peuvent recourir à des fournisseurs de technologie. Spyco en étant un, si le transfer agent veut gérer son fonds sur blockchain. Top. Alors, on est un petit peu parti dans tous les sens. Si tu pouvais juste revenir sur le développement, enfin maintenant, après validation du concept et de l'identification du use case, comment vous allez accélérer sur l'acquisition client ? Oui. Donc, nous, notre perspective à court terme, elle est surtout au niveau de la distribution en réalité, plus qu'au niveau de trouver de nouveaux émetteurs, même si bien sûr la valeur de Spyco est d'être une plateforme et donc on sera amené à travailler avec d'autres émetteurs et sur d'autres classes d'actifs dans le temps. Mais aujourd'hui, notre enjeu, donc on vient de lancer ces 2 compartiments monétaires, compartiment émis par une SICAV de droit français qui s'appelle la SICAV Spyco. Ouais. Et notre enjeu, comme toute personne dans ce business, c'est d'avoir de l'encours dans ses fonds. Ouais. Donc on est à peu près un peu en dessous d'une dizaine de millions d'encours à l'heure actuelle. On les a lancés il y a à peine 2 semaines, donc on est content jusqu'à présent des premières souscriptions. Ouais. Mais notre focus va être là-dessus. Donc on fait de la distribution en direct avec Spyco Finance qui est un CIF aujourd'hui, filiale à 100% de Spyco. Et donc c'est l'entité d'un point de vue légal qui fait de la RTO après avoir fait du conseil via notre plateforme d'investisseurs qui est ouverte à des particuliers comme à des professionnels. Et on a aussi APIsé toute notre stack de façon à pouvoir travailler avec des distributeurs et pas être dans un schéma de distribution unique en silo avec Spyco Finance. Donc on discute avec des néo-courtiers, des néo-banques, tout un tas d'acteurs qui peuvent être intéressés à la fois par nos produits et par nos modalités d'intégration technique pour être aussi demain des distributeurs des fonds Spyco. Valentine m'a dit, ils sont très brillants, tu vas voir. Donc, elle est investisseuse chez vous, Valentine Baudouin. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, écoute, c'est épatant, bravo, parce que c'est très compliqué. Après, toi, tu viens de cet environnement-là, c'est beaucoup dans le détail de ces réglementations. C'est un mix entre réglementation, technologie qui est hyper complexe. Hein. Oui, tout à fait. Bravo. Alors, vous avez levé pour un premier tour de table auprès d'investisseurs. J'aurais aimé que tu nous en parles rapidement et savoir justement comment, connaissant l'environnement dans lequel on est, avec moins de FOMO sur le Web3, la crypto, la blockchain, voilà, pas mal de VC qui mettent un peu tout dans le même panier. Comment vous êtes parvenus à les motiver ? Alors nous, on a fait notre levée il y a à peu près un an, mi-2023. Pour le contexte, c'était encore ce qu'on appelle le bear market en crypto. Il y avait beaucoup de défiance vis-à-vis du Web3. Donc nous, on n'est pas une boîte crypto, on est une boîte qui utilise les technologies blockchain, mais néanmoins, on est quand même évidemment dans cet univers. Donc c'était pas un environnement de levée tout à fait facile. Pour le contexte, il n'y avait pas encore aussi BlackRock qui avait émis son premier fonds sur Ethereum. Donc le sujet était beaucoup moins hot entre guillemets qu'aujourd'hui. On a levé auprès de VC français et allemands essentiellement et d'un certain nombre de business angels, tu mentionnais Valentine, qui sont des experts de notre secteur. Donc c'est des gens qui sont soit de la finance traditionnelle et qui connaissent extrêmement bien nos métiers, c'est typiquement le cas de Valentine, soit des gens qui viennent plus du Web3 en revanche et qui ont une bonne connaissance des technologies blockchain et de ce qu'on peut faire avec. Comme Blockwall, First Capital. Donc First c'est notre principal VC français et Blockwall c'est notre principal VC allemand. Top. Écoute, c'était quel montant vous aviez levé ? On a levé 4 millions en tout. D'accord, super. Mais écoute, c'est génial. Prochaines étapes, c'est quoi ?
Donc nous renforcer sur la distribution, nous intégrer. Nous, on veut vraiment construire un espèce de middle layer entre les émetteurs, donc qui aujourd'hui sont des sociétés de gestion, qui demain seront peut-être directement des entreprises et des gouvernements, et des distributeurs. Donc on construit un nouveau stack de distribution, un nouveau vertical de distribution, et plus on a d'intégration, plus nos produits auront de la valeur, parce que plus un asset manager se dira « Ah, c'est intéressant de travailler là-dessus ». Aujourd'hui, on est au tout début de ça. Pour les asset managers, je pense, voient essentiellement la blockchain comme la techno du futur et à court terme, une techno intéressante pour faire des annonces. Je pense que globalement, quand ils vont réaliser, et nous on va essayer de contribuer à ça du mieux qu'on peut, que c'est un nouveau canal de distribution alternatif au schéma de distribution par compte titre via des distributeurs bancaires ou des courtiers, c'est là que l'intérêt sera vraiment grandissant et qu'on va voir le marché se massifier, quoi. Top. Mais écoute, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour conclure cet épisode comme livre ? Alors, je recommanderais, donc pour rester dans le monde de la blockchain et dans l'univers Ethereum dont on a un petit peu parlé, Proof of Stake de Vitalik Buterin. C'est une collection de différents articles qu'il a écrits et qui sont vraiment intéressants pour comprendre la vision Ethereum et que nous, on porte beaucoup, qui est une espèce d'ordinateur mondial, une base de données mondiale et en fait, du point de vue de la gestion et des instruments financiers, le ledger du futur sur lequel tous les instruments seront inscrits et sur lesquels les détenteurs des clés privées de différents wallets auront un droit d'écriture directe sur la base de données. Merci beaucoup Paul-Adrien, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.